Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ici, c'est Jacob Gomel, je suis formateur et développeur. Je suis le promoteur de Help Skills, un programme d'accompagnement. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Build from Africa, un podcast qui parle de jeunesse, qui parle de projet tech, qui parle de mindset, de finance, qui parle de beaucoup de sujets intéressants qui va vous intéresser d'ailleurs. Alors, dans ce deuxième épisode, nous allons parler de freelancer, digital nomade et de SaaS, tout simplement. Donc, il y a quelqu'un, notre invité spécial que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo, qui a quitté le monde du salarial vers le monde du freelancer et comme ça, il a pu développer un SaaS, tout ça. Alors, restez jusqu'à la fin et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Prenez un café, bien un truc, un jus, tout ça là. Vous allez bien déguster cet épisode-là. Alors, restez jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche de notification et de vous abonner, ça va nous aider beaucoup pour le référencement. Alors, tout à l'heure. Ok, salut Darrell, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce second épisode du podcast Build from Africa. Donc, moi, c'est Jacob Gomez, je suis développeur et formateur. Je suis également le promoteur de Help Skills. Et aujourd'hui, je t'ai invité dans ce podcast afin de discuter avec toi de tout ce que tu fais. Tu fais des choses extraordinaires, tu as un profil assez intéressant. Donc, j'aimerais te faire connaître à la communauté Build from Africa et j'aimerais aussi que tu nous partages un peu ce que tu sais faire, les produits que tu as eu à développer et là où tu en es aujourd'hui par rapport à ta carrière. Alors, sans plus tarder, je veux te laisser la parole afin que tu te présentes, afin qu'on puisse mieux te connaître et progressivement, on va rentrer dans les choses, quoi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Donc, merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, moi, c'est Darrell Kidjo. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai eu ma licence en génie logiciel et je suis indie hacker et freelance. Donc, pour mon parcours, comment je suis tombé dans l'informatique, ça remonte déjà depuis mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir accès à un ordinateur par l'intermédiaire de mes cousins. Donc, ils nous ont envoyé un ordinateur fixe. Ça a commencé avec les jeux, les films, etc. Et avec le temps, en fait, mon grand frère a commencé l'université et dans la même période, on voyait un ordinateur portable. Donc, avec l'ordinateur portable et mon grand frère qui commençait à suivre des cours en informatique et tout, il est rentré un jour avec un cours sur la programmation en HTML, CSS avec le PDF de Open Classroom. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé. Il m'a dit que je pouvais le faire aussi. Donc, avec l'ordinateur portable, là, j'ai commencé à écrire un peu de HTML, de CSS. J'ai appris les bases. Ensuite, je suis allé à PHP avec un peu de MySQL. Je devais être en troisième, quatrième par là, je pense. Donc là, j'ai eu très tôt eu accès en fait à l'outil informatique et je pense que plus tard, c'est ça qui m'a aidé lorsque j'ai commencé Ifree. Ça m'a beaucoup facilité la vie lorsqu'on a commencé les cours de programmation et tout. Donc ça, c'est comment je suis entré dans l'informatique. Maintenant, après la licence, j'ai directement commencé avec un emploi dans une entreprise, on va dire dans une start-up de la place ici à Bomey-Calavi. Et donc, quand j'ai commencé, je m'attendais à avoir, je sais pas, un mentor, un aîné qui allait m'accompagner et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Il n'était pas trop disponible et tout. Donc, j'ai dû m'auto-former. J'ai même démarré en tant que junior. J'ai démarré sur une code base d'application mobile Java et une application web en coordinateur. Donc, sans vraiment avoir beaucoup bossé dans mon entreprise, j'ai dû gérer ces projets-là. Euh, et finalement, ce truc que j'ai retenu, en fait, c'était de faire en sorte que ça marche pour que bon le patron puisse présenter, etc. Et derrière, essayer d'améliorer à chaque fois. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait 4 ans dans cette entreprise-là. J'ai fait 4 ans. Et au bout de une année, je pense, j'ai fait le point un peu parce que ça faisait un an que j'avais commencé à travailler et
j'ai fait le point, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais réellement faire? Si on me prend en tant que Darrell, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je peux dire, voilà, ça, c'est moi, j'ai fait ça. Parce qu'au bout d'une année, aucun produit n'était sorti du côté de l'entreprise. Donc, si par exemple, on me rencontrait dans la rue, on me dit, oui, tu fais quoi? Je dis, je suis développeur. Bah, je n'ai rien à montrer, en fait. Du coup, c'est là que je me suis dit, OK, il me faut quelque chose que je peux développer, qui va montrer ce dont je suis capable et en même temps que je pourrais mettre en ligne sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'est les débuts, il n'y a pas l'argent, etc. Le salaire aussi n'est pas faramineux et tout. Donc c'est là que je me suis souvenu que pendant l'université, un de mes mentors m'avait demandé de faire des recherches sur les extensions des navigateurs en fait. Du coup, je me suis Ok. rappelé que c'est un truc qu'on peut déployer gratuitement, sans payer et tout. Donc, surtout pour Firefox en tout cas. Du coup, je me suis dit, OK, bah, je vais chercher ce que je peux faire rapidement pour montrer mes skills en fait. Du coup, c'est là que j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait une méthode de travail, gestion de temps, Pomodoro. Donc, je me suis dit, OK, je me donne une semaine pour développer une extension pour... Sans IA, je précise. Oui, ça y est, oui, c'était... L'époque, c'était l'époque. Euh, oui. Donc, je me suis dit, OK, je me donne une semaine pour développer cette extension-là et déployer ça. Donc, pendant que j'allais au boulot, les soirs, je rentrais ou pendant les pauses, je faisais le HTML, le CSS, un peu de JavaScript forcément, puisque c'était une extension et tout. Et j'ai tout fait. Je pense que le vendredi de la semaine là, j'ai c'est fait fini. en React ou bien encore juste pure Non, juste JavaScript? natif. HTML, Natif. CSS, Ok, bon, ok, HTML, CSS et JavaScript. ok. Donc après ça, j'ai déployé ça sur Firefox, j'ai déployé l'extension sur le store de Firefox. Et je pense la semaine qui a suivi le lundi, j'ai écrit un post Twitter pour dire voilà, j'ai fait telle application, telle extension. Et le petit truc en fait que j'avais envie de faire dans cette extension-là, je voulais pas juste faire une extension de Pomodoro. J'avais envie d'ajouter un petit truc dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un espace publicité en griffe où je pouvais, depuis un back-end, comment je vais appeler ça, depuis un back-end à service, genre, j'ai oublié le nom, mais c'est un peu similaire à Firebase. Donc, depuis ce back-end-là, je pouvais mettre des images et du test qui allaient s'afficher dans l'extension ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait le post Twitter, j'ai dit, voilà, j'ai fait telle extension et dedans, il y a un espace publicité où je peux faire la publicité de plusieurs personnes gratuitement. Pour moi, c'était juste, voilà. Donc, j'ai fait le tweet et j'ai tagué en fait des comptes que je suivais qui sortaient des jeux. Je pense qu'il y avait Kiro Game, ils avaient un jeu là. J'ai tagué certaines personnes sur Twitter qui avaient comme un peu d'influence et tout dans le temps. Et ils ont publié, certains ont téléchargé, m'ont fait des retours, etc. Bref, cet engouement qu'il y a eu là, je pense que c'est là même que c'est là que c'est né en fait l'esprit de d'Indie Hacker et tout. Mais en ce Liberté moment, et tout. pardon? Liberté, en fait, Voilà, voilà. exactement. Et le fait que je pouvais, genre, sortir une solution et déjà l'utiliser, me faire des retours, etc. Bon, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé, on va dire, à me dire, voilà, en plus du boulot, je vais continuer à développer des projets à côté, les sortir et ne pas les laisser tout le temps sur mon ordinateur et tout. Donc ça c'est pendant le boulot. Maintenant, comment je suis entré dans le freelance, c'est Ouais, je voulais que justement te poser la question, est-ce que tu es toujours en poste aujourd'hui, ou bien tu es, c'est-à-dire en poste en journée et le soir, tu deviens un superman, ou bien tu deviens freelancer, ou voilà, quoi, tu es entre les deux mondes. Alors, ok. concrètement, Donc en aujourd'hui, fait, tu es, actuellement là, je suis totalement en freelance. Donc ce qui s'est passé, c'est que en 2024, en mars 2024, je pense, mon contrat prenait fin. Et donc, ok, je me suis dit, avant ce mars 2024 là, que voilà, c'est bon. Bon, grosso modo, je vais pas être long, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que je travaillais, on a recruté finalement de nouveaux développeurs que j'ai formés. On va dire en quelque sorte le tech lead, donc je les ai formés sur les produits qu'ils
qui était en cours de développement, qui était déjà lancé, etc. Donc, malgré que j'avais, je sais pas, 3 ans d'expérience, je pense, j'avais déjà des gens sous ma responsabilité et tout. Donc, j'ai essayé de faire au mieux pour leur inculquer quand même de bonnes manières de travailler, etc. Et des développeurs qui sont venus, je pense qu'il y a une seule qui est restée. Et avec le temps, j'ai vu qu'elle prenait bien la main, elle maîtrisait tous les tenants aboutissants des différents projets. Donc, je me suis dit, OK, moi, de mon côté, je commençais à tourner un peu en rond. C'était toujours le même code. Il n'y avait pas vraiment de challenge parce que du côté de la boîte, c'était le moment de distribuer le produit, donc de trouver des acheteurs, etc. Donc, moi, je tournais un peu en rond, on va dire. Donc, je me suis dit, bon, euh, non seulement je tourne en rond, mais aussi mes projets personnels commencent, enfin, j'aime vraiment travailler sur mes propres projets. J'ai vraiment cette motivation-là, cette envie de finir cette fonctionnalité, d'en parler, etc. Et je me disais, je me suis fait la réflexion en mode, si j'avais plus de temps à consacrer à mes propres projets, j'allais pouvoir les amener à un certain niveau, en fait. Donc Ok. ça, plus le fait que je tournais un peu en rond, plus le fait que ma collègue, elle, prenait vraiment la main, maîtrisait vraiment tout, etc. Donc je me suis dit, OK, à partir de, je pense qu'on devrait être je pense même que c'est au lancement de Server Explorer, lorsque j'ai lancé Server Explorer et tout, je me suis dit, OK, je pense que je vais quitter à la fin de mon contrat, je vais quitter la boîte et je vais me focus sur Server Explorer et mes autres idées. Maintenant, vu que les économies n'étaient pas vraiment beaucoup, Euh, il fallait trouver un autre complément d'argent. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire du freelance à côté freelancing. aussi Ok, ok. pour, voilà, trouver l'argent que Préfinancer, les bah, familles. voilà, pour préfinancer tes projets et tout. En fait, Exactement. ton histoire m'a fait penser à quelque chose. Allô? Et le NDA qui nous a dit. Ok. Je disais que tu me reçois? Désolé, je ne te reçois pas. Allô? Tu me reçois maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, je disais que ton histoire m'a fait penser à une histoire qu'on m'a racontée cette semaine. En fait, l'histoire, c'est que on ne vire pas un développeur comme ça. Mais on ne vire pas. euh, Quand tu es dans ta boîte, quelqu'un qui a un certain pivot, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine responsabilité, en tant que manager, il faut savoir comment le virer. Et quand on m'expliquait le problème, on me disait que la stratégie pour virer des personnes comme ça, c'est de recruter. C'est-à-dire, tu recrutes des poulains et ces points-là, tu les formes afin qu'ils puissent prendre la main et progressivement, tu lâches. C'est que progressivement, tu décharges le gars. Tu le décharges, tu le décharges, tu le décharges, jusqu'au point où il est totalement déchargé maintenant là. Comme toi, tu tournes en rond, tout ça là, tu n'as plus de tâches, tout ça, et puis on te renvoie. Bon, soit ça n'a pas été ton cas et tout, mais Non. ça m'a juste fait penser à cette histoire-là qu'on m'a racontée au fait. Donc aujourd'hui, je Oui, sais que quand tu as un certain poste de responsabilité, on veut te renvoyer. Donc il faut faire attention à ces signaux-là. ah, Les gars, exactement, les gars, ils veulent enfin te renvoyer quoi. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses. Alors, j'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Indie Hacker, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux dire de façon simple sur le thème Indie Hacker pour ceux qui ne connaissent pas? bon, de façon simple, Indie Hacker, on va dire que c'est quelqu'un développeur, bon, pas forcément un développeur, mais en tout cas quelqu'un qui développe, qui crée des projets, des produits lui seul et qui se charge aussi de faire la communication autour de ces projets-là pour les vendre, etc. Et je pense que on va dire que personnellement, je me suis considéré comme un indie hacker lorsque j'ai commencé à générer $1 avec une solution que j'ai développée tout seul, que j'ai communiqué, etc. C'est Ok, un peu ça. super. Donc, tout à l'heure, tu me donneras les vrais chiffres quand on va continuer dans le call. Alors, tu as dit que à un moment donné, tu étais monotone, c'est-à-dire tu faisais les mêmes choses et tu t'es rendu compte que ta passion ne se trouvait pas forcément dans le salarial. Tu avais envie de t'asseoir, de travailler sur tes propres projets, de les mettre en place. Ça te procurait plus de sensations que de travailler en entreprise. Alors, on sait tous que le salaire au Bénin, c'est pas vraiment ça. On connaît la réalité également de la chose. Et souvent, pour quitter une boîte, il faut s'assurer d'avoir au moins 6 mois de salaire d'économie. Alors, est-ce que tu avais les 6 mois de salaire d'économie? Comment tu as fait pour dire, OK, je laisse tout, je me concentre sur mes projets? Tu comptais sur quoi, en fait? Ok, bon, déjà, je n'avais pas les 6 mois d'économie.
avec ce que j'ai économisé, bon, disons que j'ai peut-être 3, 4 mois d'économie comme ça, on va dire. Et la chance que moi j'ai, c'est pour ça le parcours que moi j'ai fait, je ne conseille pas aux gens. La chance que moi j'ai, c'est que dans un premier temps, je suis quelqu'un de casanier, donc je ne sors pas, je préfère rester chez moi. Donc déjà niveau dépenses, Dans ton jet on va là, dire, c'était toujours, tu ne dépensais pas ton voilà, jet. je ne dépensais pas mon argent. Donc quand j'ai commencé avec les quelques mois d'économie que j'avais, je ne dépensais mon argent que pour les charges fixes qu'il y avait à payer à la maison. Donc, les factures, ce qui dépendait de moi, je payais juste ça. Donc, c'est ça qui m'a vraiment sauvé. Et aussi, je pense que, par exemple, la collègue que j'ai laissée dans mon ancien emploi, elle m'a trouvé, je pense, 1 mois ou 2 mois, elle m'a trouvé une petite mission là. Donc, j'ai pris l'argent là aussi que j'ai ajouté. Vu que je ne sors pas, j'ai pas de petite amie, rien. Je suis en mode survie, en fait. Donc, Ok, mais je ne ok, conseille ok. pas ça aux gens. Ok, ok, d'accord. Alors, récemment, en tout cas, je peux peut-être me tromper. Récemment, j'étais quand même vu, parce que sur TikTok, tu produis quand même pas mal de contenu. J'étais vu quand même dans un cadre assez truc là, où tu passais sûrement des vacances. Et moi, j'étais collé une étiquette de digital nomade. Je ne sais pas si tu connais Ok. l'expression digital nomade. Je me disais que, bon, comme tu es freelance, parce que j'ai vu ton profil, tu dis que tu es freelance, donc tu peux travailler de n'importe où. Alors, est-ce que tu es vraiment digital nomade, c'est-à-dire aujourd'hui, tu travailles là où tu veux? Parce que le cadre que j'ai vu là, c'est que il y avait vraiment de l'argent et tu t'es vraiment fait plaisir. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça ou bien c'était juste des vacances, juste des vacances? On va dire que c'était, à la base, c'était des vacances, mais vu Oui. que je suis parti avec mon ordinateur, c'est devenu, j'en ai profité pour mettre ce temps-là à profit aussi. Mais en Ok. fait, vu que j'ai commencé le freelancing depuis 2024, on va dire, j'ai pas vraiment bougé parce que je devais d'abord m'adapter à ce nouveau monde-là où tout dépend de moi. Si de l'argent rentre, c'est grâce à moi. Si je n'ai pas d'argent, c'est ma faute aussi. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est trouver des clients, tout ça, ça repose sur moi. Donc, je devais d'abord me préparer ou bien m'organiser, apprendre à m'organiser dans ce nouveau domaine-là. Du coup, je me suis pas vraiment déplacé. Je n'ai pas vraiment profité de cette liberté-là. Mais l'année dernière, en septembre ou octobre, je ne sais plus trop, je me suis dit, OK, je voulais vraiment, en fait, essayer de faire autre chose que juste rester chez moi et bosser. Donc, je me suis dit, OK, on va s'offrir des vacances. C'était à Alada, Loge Eva, ça s'appelle. Donc, je me suis posé là-bas. J'ai pris, je pense, 3 jours, je pense, du vendredi au lundi. Et j'ai juste profité, sans pression. J'avais l'ordinateur à côté, donc de temps en temps, j'essayais de faire évoluer certains projets. C'est même là-bas que j'ai développé une application là. Donc, voilà, c'est ça. Mais je pense quand même que cette année, si les choses se stabilisent bien, je veux expérimenter en fait le fait de pouvoir voyager en griffes, dans le Bénin au moins déjà, pour voir, Le oui, digital, le digital mode est nomade. voilà exactement. Ça m'intéresse bien. Je vais essayer pour voir en fait si ça me correspond vraiment et tout. Ok. Ok, d'accord. Bon, on va pas trop rentrer dans ce sujet alors, puisque c'est un truc que tu es en train d'expérimenter. J'aimerais qu'on parle un peu du freelancing. Alors, tu es développeur. Bon, déjà, tu nous as pas dit un peu les outils que tu utilises au quotidien, c'est quoi ta stack et tout. Déjà, si tu peux nous le dire ça rapidement, afin qu'on puisse être au même niveau d'information avant de continuer dans les sujets. Donc, Ok. toi, en tant que développeur aujourd'hui, c'est quoi ta stack? C'est quoi les outils que tu utilises? Ok, bon, déjà, côté mobile, je fais du Flutter et de l'Android natif. Donc, Ok. avec Jetpack Composé Kotlin. Côté web, on va dire que je fais du Symfony et du Spring Boot. Voilà. Pas les frameworks front-end, il y a juste React. C'est juste ça. Bon. Ok, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, du coup, Spring Boot, Symfony pour le back, PHP, Oui. puis Java. Bon, de toute façon, tu es dans l'écosystème Java. Tu as parlé de Kotlin Oui. tout à l'heure. Et ok, ok, top. Du Flutter également avec Dart comme langage. Alors, Oui. toi, aujourd'hui, tu as parlé du freelancing. Comment ça s'est passé? C'est vrai que tu avais de l'argent de côté. Tu
tu ne courais pas forcément derrière, au fait, l'argent. Mais aujourd'hui, c'est devenu carrément ton métier. C'est que tu te définis comme freelance aujourd'hui. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es sur une plateforme? Et comment tu gères, au fait, des projets de bout en bout? J'aimerais que tu nous parles un peu de ta vie en tant que freelancing, de freelance. Peut-être que ça peut inspirer des gens qui nous suivent, également qui sont développeurs, qui peut-être vivent les mêmes situations que toi, qui ont peut-être envie de se lancer dans le freelancing aujourd'hui. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu conseilles également le freelancing à quelqu'un avec toute l'expérience que tu as? 2 ans quand même, tu peux te faire quand même une idée de Oui, ça, au oui. fait. Donc déjà, si tu peux nous renseigner par rapport à ça, ça sera top. Ok. Bon, déjà, oui, je conseille enfin, ça dépend. Le freelancing, ça dépend. Parce que c'est un autre monde. Si vous n'êtes pas quelqu'un si l'argent, si vous vous sentez plus en sécurité quand il y a une régularité dans les rentrées d'argent, il vaut mieux ne pas vraiment essayer de faire le freelancing. Mais si vous voulez quand même tenter l'expérience, gardez votre boulot à côté et ensuite essayez de trouver des petites missions à faire pour voir comment vous vous sentez dans le domaine. Parce que c'est qu'il y a une certaine pression auquel on n'est pas habitué quand on démarre dans l'entreprise et après on veut se mettre en auto-entrepreneur. Bon, en tout cas, me concernant moi, comment j'ai trouvé mes premiers clients, c'était principalement même tous mes clients, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire OK. que c'est des amis, des camarades d'IFRI qui me mettent en relation pour que j'ai des missions en fait. Ma première mission, c'était mon ex-collègue du boulot. Euh, Après, je pense que c'était un camarade d'IFRI, il a entendu parler de quelque chose, il m'a mis en relation, et etc., etc. Donc, c'est le bouche à oreille pour moi. Les plateformes, j'ai essayé Upwork, Coder.com, mais ça n'a pas vraiment donné. Sur Upwork, j'avais quand même des feedbacks, des gens répondaient, mais ça n'allait jamais au bout. Donc, les plateformes, ça n'a pas vraiment marché pour moi. Mais je précise que de mon côté, en fait, je passe plus de temps sur mes projets perso que à chercher des clients. Donc, si j'étais dans OK. une de chercher des clients, je pense que j'allais mettre plus d'énergie en fait dans ce sens-là, soit en augmentant ma communication sur TikTok et LinkedIn, euh, en proposant du contenu où je démontre en fait mes capacités à développer des projets de bout en bout, etc., etc. OK. Est-ce Euh, qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent avec... Bon, c'est vrai que tu gagnes de l'argent. Forcément, tu dois gagner de l'argent avec le freelancing. Mais non, est-ce que tu penses que c'est en termes de rentabilité, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux que le salarial? Est-ce que tu as touché des gros chiffres? Si tu peux nous donner des chiffres également, ça serait intéressant. Quand tu fais ton bilan sur une année, par exemple, comparativement au salarial, est-ce que tu penses que ça en vaut la peine et tout? alors, si on compare les chiffres, bon, on va dire que j'ai eu la chance de tomber sur une mission, par exemple, qui m'a permis d'avoir le salaire que je gagnais en entreprise sur au moins 10 mois, je pense. OK. Donc, quelque part, quand tu trouves la bonne mission, tu peux te faire beaucoup d'argent d'un coup. Mais le problème, c'est que après cette mission-là, si tu ne cherches pas réellement de nouveaux clients pour avoir un certain niveau, bah, rapidement, tout l'argent que tu as gagné, bah, après 10 mois, pratiquement, ça va finir et tout. Donc, il faut essayer de voir comment bien gérer son argent déjà. Et bon, c'est un peu ça, hein. Donc, Maintenant, est-ce que tu penses que pour construire sa vie, c'est-à-dire, parce que là, c'est que tu ne gagnes pas de l'argent chaque mois. Tu peux gagner tel mhm. mois, dans 2 mois peut-être, tu peux avoir une mission. Est-ce que tu penses que cette façon de vivre, c'est propice pour quelqu'un qui veut construire sa vie, bâtir des choses, en sachant que tu n'es pas stable financièrement? Je veux juste avoir ton avis par rapport à ça. Oui, je pense que c'est possible de bâtir sa vie si les bases sont solides. Les bases Tu sont parles de solides dans le sens où quelle les bases, base? c'est surtout avoir une économie de base assez OK? solide en fait. Où tu sais que OK. si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas de mission, ça ne va pas perturber ton style de vie. Donc, c'est OK. possible de vivre du freelancing si déjà les bases sont solides. Mais si les bases ne sont pas solides ou c'est un peu bancal, faut mieux travailler à consolider les bases. Donc, si c'est continuer dans l'entreprise pendant encore une année peut-être,
et accumuler assez de sous qui va permettre de maintenir un style de vie. Et après ça, maintenant, penser à faire du freelancing. Sinon, si les bases ne sont pas solides, bah, ça fluctue rapidement. Tu peux te retrouver rapidement avec très peu d'argent et donc restreindre ta condition de vie et tout. Moi, encore une Ok. fois, moi, j'ai la chance, je n'ai pas trop de charges, je n'ai pas de loyer à payer pour le moment. Donc, c'est ces différentes conditions-là qui sont favorables à moi pour quand même ajuster, apprendre à faire au fur et à mesure. Ok, ça me rappelle, quand tu parles de consommer doucement, ça me rappelle au fait un truc que j'ai l'habitude de dire à des amis. Même si vous êtes au Bénin et que vous gagnez des salaires de la sous-région ou bien des salaires à l'international, attention. Parce que si au Bénin, on connaît la grille salariale au Bénin à peu près. Maintenant, si tu es au Bénin et que tu gagnes un salaire du Sénégal, du Côte d'Ivoire ou bien un salaire en dollars, toi, tu as l'impression que tu vis bien. Mais le truc, c'est que il faudra adapter ton niveau de vie à celui au fait du pays dans lequel tu es. Même si tu gagnes des millions, mais il faudra adapter ton niveau de vie à celui du pays dans lequel tu es. Parce que le jour où tu perds ton boulot et que tu as trop élevé ton niveau de vie, tu ne pourras plus retourner, en fait, tu ne pourras plus retrouver au fait cette stabilité-là parce que tu as été habitué peut-être à un salaire de 2 millions, alors que dans le championnat local au Bénin ici, peut-être 400 000, 300 000, 250 000 Voilà. qu'on peut te payer. Donc, c'est un point important que tu dis et je pense que ça va profiter à beaucoup parce que c'est souvent l'erreur que nous avons tendance à faire. Quand nous gagnons plus, on se dit qu'il faut vite adapter notre niveau de vie, alors que le niveau de vie, au fait, on l'adapte en fonction, au fait, du pays, en fonction de la condition dans laquelle nous sommes. Parce que si tu perds ton boulot, les chances de retrouver un boulot dans ton pays dans lequel tu es actuellement là, les chances sont beaucoup plus élevées, au fait. Oui. Maintenant, si tu perds ton boulot et que tu tombes sur un boulot de 250 000, tu vas pas prendre. Tu prends Pas d'abord obligé de prendre, mais tu prends d'abord avant de trouver ton remote que tu veux, au fait. Maintenant, si tu étais habitué à dépenser 800 000 le mois, c'est compliqué. c'est compliqué. Très, très compliqué. Alors, Exact. on va continuer. J'ai parcouru ton profil, je dis ton profil. Bon, j'ai pas fait ton profil LinkedIn. J'ai vu au fait que tu avais un site, ton portfolio, et tu as quand même mis une grille pour tes tarifs et tout, assez intéressante. C'est en dollars, je pense. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que les gens sont passés par là? Parce que les prix que Non. j'ai vus là, les prix que j'ai vus là, c'est que tu te vends très cher. Oui, non, en fait, non, pas le site web. Non, j'ai peut-être eu deux, trois mails, mais ce n'est jamais allé au bout Ok. pour le site. Donc, je pense que j'ai mis ça là parce qu'à un moment donné, il y a dans mes recherches et tout, je suis tombé sur un créateur de contenu qui disait en fait qu'il fallait avoir, euh, comment on va dire ça, une grille tarifée en fait pour que les gens sachent que, ok, si je viens vers telle personne, c'est pour dépenser au moins tel montant et pour avoir ce type de prestation là en fait. Donc, j'ai pas eu vraiment de retour par rapport à ça. Mais de l'autre côté aussi, je n'ai pas bossé le site web comme il se doit. Je n'ai pas, par exemple, mis des articles pour que du côté du SEO, quand quelqu'un va chercher développeur Bénin, par exemple, on va tomber sur mon site. Donc, c'est juste, j'ai mis ça là parce qu'il fallait quand même avoir quelque chose pour avoir que les gens aient une idée de ce qu'ils peuvent payer, de ce qu'ils seraient amenés à payer. Mais je n'ai pas poussé le délire trop loin, en fait. Ok, ok, d'accord. Alors, on va parler un peu d'organisation, de gestion de temps, avant de parler des produits que tu as développés, la partie qui va peut-être intéresser tout le monde. Alors, dis-moi, aujourd'hui, en tant que freelance, c'est quoi ta journée type? Aujourd'hui, c'est quoi tes journées type? Comment tu organises tes journées aujourd'hui? Parce qu'on est d'accord que tu ne vas pas au boulot, tu es à la maison et tout. Alors, comment tu t'organises? C'est quoi ta journée type? Ok. Bon, ma journée type, c'est... Bon, actuellement, comme je suis sur une mission de freelance, par exemple, ma journée type, ça va être le matin quand je vais commencer, quand je vais me lever, je vais gérer les différentes tâches à faire. Je vais poursuivre avec la mission de mon client. Et après, je pense que j'essaie quand même de caler dans l'emploi du temps de ma journée, là. J'essaie quand même de caler un moment où je vais peut-être soit corriger un bug sur l'un de mes produits, soit communiquer, faire un tweet ou bien poster un TikTok sur la page TikTok de mon produit. Donc, généralement, je consacre la majeure partie de mon temps au client pour quand même essayer de rapidement le satisfaire
mais j'essaie d'intégrer peut-être vers midi, 14 heures ou l'après-midi totalement le soir, bosser sur mes propres projets. Mais ça varie encore parce que j'essaie de trouver mon équilibre à moi. Parce qu'il y a des moments où je peux prendre la matinée sur mes projets parce que peut-être quelqu'un m'a envoyé un mail pour dire, OK, il y a tel bug et tout. Donc là, je me concentre sur le bug, là, j'essaie de corriger, de mettre en ligne. Et le reste du temps, je bosse sur le projet du client. Quand il n'y a pas de mission, je suis tout le temps sur mes projets et j'essaie de réfléchir à comment mieux distribuer ça parce que c'est le plus important finalement. Et c'est un peu ça. Donc, il faut avoir quand même une certaine rigueur envers soi-même et envers la parole qu'on a donnée et tout. Et voilà, hein, c'est un peu ça. Ça varie. Parfois, il n'y a pas la motivation et bon, je peux perdre une journée en griffe à peut-être juste me reposer ou à regarder un truc sur le net. Mais même si je fais ça, je sais que derrière, je serai obligé de travailler deux fois plus dans les jours à venir pour pouvoir rattraper tout ce que j'ai perdu en fait. Ok, ok, super. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas encore une journée genre type, c'est-à-dire, tu commences pas ta journée de 8 heures à 18 heures, des trucs comme ça. Tu travailles juste à la priorité, au fait. C'est-à-dire, tu as soit tes projets freelancing, ou soit tu as, voilà, tes projets, ou soit tes missions. Et en fonction de la priorité, au fait, tu essayes de donner La journée, en à fait, qui de. voilà, Ok. c'est un peu ça. Alors, tu connais au fait le livre, enfin bon, pas le livre, bon, tu connais le deep work. Est-ce que tu expérimentes au fait cette méthodologie de travail au fait? Oui, ça me dit quelque chose. J'ai eu à le faire, surtout à mes débuts, quand j'étais en entreprise et tout, où je coupais tout, genre téléphone, etc. J'étais juste concentré sur ce que j'avais à faire. Pas de distraction, notification, rien de tout ça. C'est vraiment pratique parce que quand tu arrives à atteindre ce niveau de concentration là, en fait, tu es capable de vite évoluer et bien évoluer sans être dans les, enfin, sans être distrait à gérer d'autres petits détails, etc. Donc, j'ai eu à l'expérimenter. C'est juste que dernièrement, comme je dois gérer beaucoup de choses, notamment ma présence en ligne et les projets, c'est Ouais. parfois compliqué de De te résister. déconnecter. Ouais, Voilà, de me c'est déconnecter. compliqué de te déconnecter totalement parce que tu dois checker tes mails et tout. Mais bon, pour moi, en fait, le deep work, pardon, c'est, bon, comme tu l'as dit, c'est le travail en profondeur. C'est un état de concentration absolue qui pousse nos capacités cognitives jusqu'à leur limite. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est la définition. Mais si tu dois répondre aux mails, si les mails et tout ce qui va avec est dans ton flux de travail, je pense que dans le processus de deep work, en fait, c'est-à-dire lorsque tu prends, par exemple, de 8 heures à 10 heures, parce que le deep work, souvent, on nous demande, avant de rentrer dans le flow, la concentration, tout ça, cela nécessite tout au moins 45 à 1 heure de temps. Donc, je pense que si tu fais un sprint ou bien une séance de deep work de 1 heure 30, 2 heures, tu peux quand même te concentrer et après ces 2 heures, checker tes mails. Donc, je ne pense pas que les mails ou bien les notifications puissent être un frein vraiment au deep work. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté. Je l'ai beaucoup expérimenté, je pense, en 2024 également. L'année passée, cette année, je l'ai moins expérimenté. Mais pour toutes les fois où je l'ai expérimenté, au fait, franchement, les résultats ont été extraordinaires. Qu'on le veut ou pas, les notifications, ça nous distrait beaucoup. Beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les notifications, ça nous distrait beaucoup. Et ça nous empêche réellement d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. En fait, j'en parle parce que je me suis dit, bon, comme toi, tu es freelance et que tu travailles sur tes projets, c'est que en termes d'organisation, comparativement à nous, c'est que tu es un peu plus carré, en fait. Genre, c'est Oui, pourquoi, en oui, fait, j'en parle. C'est pourquoi, en fait, je suis oui, revenu sur ce sujet. oui, normalement, ça devrait être le cas, mais je suis toujours en train d'expérimenter, en fait, de trouver mon équilibre à moi qui va me permettre, par exemple, de dire, OK, durant cette période-là, je me coupe des réseaux. Je sais qu'il n'y aura rien qui va venir d'aussi urgent pour que je sois obligé de me concentrer sur ça. Donc, je pense que c'est parce que je suis en perpétuelle expérimentation. Mais déjà, cette année, quand même, sur les éléments que j'essaie de mettre en place, je pense que je vais pouvoir mieux cadrer, en fait, mon temps sur les réseaux,
et le temps que je consacre en fait à mon taf. Donc c'est juste une histoire d'organisation pour pouvoir quand même être focus à 100% sur une tâche. Mais tu as tout à fait raison, hein, Ok. même si les notifications perturbent, il faut quand même cadrer le truc en fait. Faut pas laisser les notifications prendre le dessus sur le travail. Ok, super. Donc, nous allons passer à la deuxième partie, la partie qui va intéresser pas mal de personnes. Cette partie, on a pris le temps de te connaître, toi, dans toute ton entièreté. Bon, pas dans toute ton entièreté, on a pris quand même le temps de connaître le profil que nous avons en face de nous. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, voilà, nous allons parler maintenant de tes projets. Ce que tu as eu à faire durant tout ce temps, ce que tu as pu créer, quelle est la valeur de ces produits-là aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la seconde partie de cette vidéo. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons plus parler des outils que tu as eu à créer, les solutions que tu as eu à mettre en place. Alors, quand j'ai consulté un peu ton profil, j'ai vu que tu as créé quand même pas mal d'outils. Donc, dans ta présentation tout à l'heure, tu parlais au fait d'extension. Alors, j'ai vu que tu as travaillé sur un Pomodoro. Voilà. Oui. Et déjà, tu peux nous dire un peu, c'était quoi l'idée derrière ce produit que tu as eu à créer? Ok. Ça, c'était, je pense, en 2021 ou 22, je ne sais plus trop, hein. Donc, Pomodoro, déjà, Pomodoro, la technique Pomodoro, c'est une technique de gestion de temps où tu vas consacrer 30 ou 45 minutes de ton temps à travailler de façon concentrée, sans distraction, rien. Et après ces 45 minutes, tu vas t'offrir soit 5 soit 10 minutes de pause pour peut-être te lever, marcher un peu, te distraire, faire autre chose. Et tu répètes ce cycle, en fait, 4 fois au moins. Et après ces 4 fois de travail intensif de 45 minutes, tu t'offres 15 minutes une grande pause, en fait, de 15 minutes, par exemple. Donc, cette extension-là, je l'ai développée, comme je l'avais dit un peu plus tôt, je l'ai développée pour quand même montrer ce dont je suis capable en tant que développeur. Ça, c'est dans un premier temps. Et non, mais je pense que bon, ça c'est dans un premier temps. Et ensuite, j'ai aussi, on va dire, j'avais besoin de cette gestion de temps-là. Pourquoi? Parce que quand je travaillais en entreprise, je pouvais passer, par exemple, 4 heures de temps assis sur l'ordinateur à ne faire que travailler sur les projets. Donc, ce qui fait que, à la longue, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que plus tard, tu peux développer des douleurs sciatiques ou il y a un nerf sciatique dans ton corps là qui n'est pas assez flexible, surtout si tu ne fais pas de sport, etc. Donc moi, j'ai cumulé tous ces points négatifs là. Et du coup, à force de faire des recherches sur le domaine et tout, je me suis rendu compte que oui, en effet, quand tu es resté assis trop longtemps, c'est pas bon. Et donc, avec un outil de gestion de temps dans ton navigateur et tout, tu peux travailler 45 minutes, te lever 5 minutes et revenir encore. Ou histoire quand même de ne pas rester assis trop longtemps. C'est un peu, on va dire, toute l'histoire qu'il y a autour de Pomodoro, ça. En fait, ce que moi j'ai aimé dans ce concept, c'est vrai que tu as dit plutôt que tu voulais juste tester tes compétences en tant que développeur. Mais en dépit de ça, c'est qu'il y avait un vrai problème d'organisation et tu as Oui. pu au fait transformer au fait ce problème en une solution informatique que tu as mis en place. Et tu as créé une extension. Je pense que j'ai vu l'extension et j'ai vu quelques captures également. C'est pas mal, c'est top. Alors, on ne va pas trop rester dans ce cadre-là, on va plus s'attaquer au sujet principal. Voilà, ton Server Explorer. Alors, dis-nous, c'est quoi Server Explorer? Alors, Server Explorer, c'est on va dire de façon classique, de façon basique, on va dire, c'est une interface pour gérer des serveurs, en fait, par SSH, on va dire. Donc, Server Explorer, c'est un logiciel qui est disponible sur Microsoft, donc Windows et Mac, qui permet en fait de gérer différents serveurs. Gérer différents serveurs, ça veut dire que tu as une interface qui va te permettre de te connecter par SSH à ton serveur, qui va te permettre de voir les différentes ressources, la consommation des ressources sur le serveur et pouvoir explorer les fichiers comme si tu étais dans ton explorateur de fichiers classique. Donc, ouvrir des dossiers en double-cliquant,
créer des fichiers, éditer des fichiers, compresser, etc. Tu as aussi la possibilité de gérer des containers Docker qu'il y a sur ton serveur. Donc, tu as les images, les containers, les volumes, etc. En tout cas, tu as assez de détails quand même pour gérer tout ce qui est Docker là-bas sur ton serveur. Après, tu as la gestion des crons. Et dans la dernière mise à jour que j'ai sortie, il y a aussi un côté sécurité qui te permet de faire un audit de sécurité de ton VPS où on va voir les différentes failles, le logiciel va voir les différentes failles possibles et te donner des aides pour corriger ces failles-là. Et enfin, il y a un chatbot, enfin, il y a un chat qui est connecté à Gemini qui te permet d'avoir ton assistant IA pour quand même lui demander du code, des correctifs, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Ça a l'air d'être un projet très, très intéressant, très, très innovant parce que pour ceux qui ont l'habitude de manipuler, au fait, un serveur via SSH en ligne de commande, on sait à quel point c'est parfois pénible parce que tu as un écran noir et des lignes de commande. Parfois, tu ne sais pas vraiment tout ce qui se passe et tout. Alors, comment tu as eu l'idée de ce projet? Alors, l'idée de Server Explorer, ça remonte à quand je travaillais en entreprise toujours, hein, comme j'étais le seul et je devais gérer les serveurs, tout ce qui est sur les projets, je devais gérer le développement, le déploiement, etc. Je me suis retrouvé rapidement à gérer trois serveurs, trois VPS avec Putty. Et donc je devais, comme tu dis, faire face à l'interface noire là. Je devais me connecter au serveur. J'essayais d'utiliser Docker dans le temps. Donc, ce que je faisais, vu que je n'avais pas de hub privé et que je ne voulais pas mettre le projet de l'entreprise sur un hub public, ce que je faisais dans le temps, je buildais l'image des containers que je zippais, que j'envoyais sur le serveur et ensuite je dézippais, je déployais, etc. Tout ce qui était déploiement automatisé et tout, je n'avais pas encore ces connaissances-là. Donc, à force de faire ça, en fait, je me suis dit, wesh, c'est trop long, c'est fastidieux, c'est compliqué. Et pour se déplacer dans un dossier, tu dois faire des CD, etc., etc. Donc, je dis, OK. Et s'il y avait en fait une interface qui allait me permettre de lister tous mes VPS, tous mes serveurs, et qui allait surtout me permettre au départ quand même, c'était ça l'idée principale, de parcourir les fichiers, de facilement uploader les fichiers juste en faisant des clics, sans pour autant être en train de taper des commandes, etc., etc. Donc, c'est là que l'idée de Server Explorer est venue. Et j'ai mis ça en place. Je pense que j'ai fait un mois. Je sais plus trop. Je pense que j'ai fait un mois ou un mois, quelques semaines de développement pour avoir quand même la première version. C'était en 2023, je pense. Ou fin 2023, je ne me rappelle plus trop. Mais dans le temps, il n'y avait même pas de chat GPT ou peut-être c'est sorti, mais je n'utilisais pas. Donc, j'ai essayé de tout gérer quand même pour avoir une première version que j'ai mis je pense que j'ai mis ça en ligne d'abord sur Mac avant de pouvoir faire la version Windows. Ok, ça a l'air vraiment intéressant. Alors, tu l'as codé tout seul ou bien tu étais en équipe ou bien tu avais quelqu'un à côté ou tu as tout fait de bout en bout? J'étais seul sur le projet à coder, à faire tout de bout en bout, mais jusque j'avais mon grand frère et puis ma collègue du bureau qui, quand j'avais des idées ou j'avais peut-être un bug ou je ne savais pas trop comment mettre en place l'interface, je leur en parlais et c'était là, ils m'expliquaient, ils me donnaient des idées et tout, on essayait d'échanger par rapport à ça. Mais tout ce qui est code, tout ce qui est distribution, marketing, SEO, nanana, j'ai tout fait tout seul. Ok. Alors, quel outil tu as utilisé pour mettre en place ton CV Explorer? Alors, j'ai fait Server Explorer avec Flutter, donc langage DATS. J'ai utilisé Flutter. Il y avait plein de packages déjà pour gérer tout ce qui est connexion SSH. Euh, voilà, il y a assez on va dire que l'écosystème de Flutter est devenu assez mature pour quand même faire des interfaces ou intégrer des fonctionnalités en griffe native, on va dire. Donc, j'ai utilisé Flutter pour le développement. J'ai un nom de domaine quand même pour tout ce qui est site web et API, même si l'API en vrai, je l'utilise pas vraiment, sauf pour notifier les utilisateurs de Windows qui est une nouvelle mise à jour. C'est un peu ça, hein. J'ai beaucoup aussi bossé sur les lignes de commande parce qu'il fallait, à travers chaque action que l'utilisateur va faire, c'est une commande qui va s'exécuter sur le serveur par SSH. Ok. Et Tu l'as fait en c'est langage C?
Tu l'as fait en langage C? Non, 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 non. Tout ce qui concerne SSH et tout, il y a déjà un package là, c'est Dart SSH2, c'est un package Flutter qui a déjà fait l'interfaçage en fait entre Flutter et les commandes SSH et tout. Donc je n'avais jusqu'à besoin de importer utiliser ce package là et mettre des interfaces dessus, utiliser les bonnes commandes pour pouvoir lire le retour et afficher ça dans une interface intéressante. Ok. Est-ce que avant de travailler sur ta solution, est-ce qu'il y avait déjà une solution qui existait déjà sur le marché et tout? Est-ce qu'il y avait déjà une solution qui existait sur le marché qui résolvait le problème? Euh, Oui, il y avait assez de solutions qui existaient. Des gestionnaires de serveurs avec une interface, il y en avait. Mais moi, je dois avouer que même si la solution existe et qu'elle est utilisée ailleurs, elle n'est pas comme moi je voudrais en fait. Parce que moi, vu que je travaille dans le temps avec Docker et que je voulais aussi pouvoir gérer des fichiers, j'avais besoin d'un truc qui allait me permettre de gérer les conteneurs Docker et de pouvoir explorer les fichiers. Ce qui existait dans le temps, bon, ce qui existe, à part Server Explorer, il y a Terminus, ou bien Terminus, Oui, il y Terminus, avait, oui. il y a Inspipe aussi, qui gère même Kubernetes, la virtualisation et tout. Et en tout cas, il y a beaucoup d'outils, mais vu que moi, je me retrouvais pas dans ce scope de exploration de fichiers containers Docker, je me suis lancé dans le développement en fait de Server Explorer. Ok. Donc aujourd'hui, quand même, CV Explorer, c'est une solution sur laquelle tu mets beaucoup d'énergie, que tu as développée quand même. Et je pense que nous sommes à quelle version aujourd'hui? Nous sommes à la version 3, 3.0. La version 3.0. Alors, j'ai cru comprendre que tu la commercialises déjà. Alors, quelles a été les différentes étapes de l'évolution du projet? De base, c'est Ok. un projet que tu as fait pour toi-même. Après, tu t'es rendu compte que c'est une solution que tu peux proposer à des personnes. Alors, quelles ont été les phases, les différentes étapes du projet pour en arriver à la version 3 aujourd'hui que tu as commercialisé? Ok. Les différentes phases du projet. Déjà, moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis en mode, si j'ai un problème et, genre, c'est vraiment un truc où je ne n'arrive pas à trouver de solution, je pars du principe qu'il y a au moins une autre personne sur cette terre-là qui a le même problème que moi. Ouais. Donc déjà, si c'est le cas, quand je développe mon logiciel, ma première ou mon objectif final, c'est de quand même le mettre en ligne, d'en parler pour voir s'il y a des gens qui vont l'essayer au moins. Donc, c'est dans cette optique-là que quand j'ai fini de développer Server Explorer, que j'ai testé sur les propres serveurs de la boîte où j'étais, et j'ai vu que ça marchait comme je voulais, ça répondait à mes besoins et tout. Je me suis dit, OK, bah, la prochaine étape maintenant, vu que j'avais déjà un background en termes de lancement de produits en griffe, j'avais fait plusieurs expériences, plusieurs échecs. Donc, je me suis dit, OK, bah, c'est le moment de lancer publiquement Server Explorer. Et donc, j'ai mis ça sur Mac d'abord, sur Apple, et j'ai mis ça gratuitement d'abord. Parce que vu que j'avais quoi, 4 ans, mais 3 ans d'expérience, je voulais pas quand même mettre un truc payant sur un store alors que moi-même je suis encore en train d'apprendre, etc., etc. Donc j'ai mis ça gratuitement d'abord sur les stores. Bon, ça n'est pas quand Et même une raison. Si tu aurais pu le faire, mais c'est pas une raison. oui, oui, j'aurais pu le faire. Mais bon, je me suis dit, OK, pour quand même avoir aussi des feedbacks, parce que un Ouais. logiciel payant, ça a moins de chances d'avoir des utilisateurs rapidement. Donc, j'ai mis ça gratuitement sur les stores d'abord, sur Apple, j'ai mis ça gratuitement. Et après, j'ai sorti une version pour Microsoft qui était gratuite aussi. Et avec les différents retours, les différents feedbacks que j'ai eu, j'ai essayé d'avoir une première version stable quand même si l'interface n'était pas vraiment jolie, etc. J'ai essayé quand même d'avoir un truc qui marchait, qui résolvait le problème. Et après quelques temps, j'ai fait passer ça à payant. Je me suis dit, OK, sur les stores, on peut vendre des logiciels. Et jusqu'à présent, quand je faisais mes logiciels, la partie qui me compliquait un peu la vie, on va dire, c'était la partie gagner de l'argent avec. Parce qu'il y avait soit comment je vais dire, les papiers à fournir à KKP, par exemple, pour avoir accès à la paye de paiement. Il y avait la restriction. En tout cas, il y avait quelques problèmes qui ont fait que, bon, je me suis dit, OK, je vais essayer l'aspect vendre sur les stores officiels. Donc, j'ai dit, OK, je vais mettre les versions sur le Microsoft et Apple payantes à 4,99 $ et je vais voir ce qui se passe.
De l'autre côté, j'ai essayé de faire un peu de marketing. J'ai vu que certains ont payé, vu que c'était pas cher, certains ont payé, m'ont fait des retours, etc. Mais fait OK. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont payé en Afrique ou bien à l'extérieur? Donc, quand je regarde les stats, je pense que les principaux acheteurs, c'était à l'extérieur. À En l'extérieur, Afrique, je ok. pense que le seul pays ou les seuls pays qui ont payé, c'était le Nigeria et l'Éthiopie, je pense. Ok. Si je dis pas de c'était les deux pays où il y avait eu plus d'achats. Mais côté téléchargement, quand c'était gratuit, beaucoup de Béninois ont quand même installé, beaucoup, une vingtaine, je pense. Je Ok. pense bien. Allez. Donc après ça, c'est allé à 14,99 $. Quand j'ai apporté des fonctionnalités, j'ai trouvé que voilà, c'était intéressant, ça résolvait beaucoup de problèmes. Et l'année dernière, quand j'ai sorti la V3, où j'ai changé le design complètement, j'ai ajouté des fonctionnalités qu'un utilisateur m'avait demandé sur notamment la gestion de PM2, la possibilité de pouvoir créer des sites, enfin de pouvoir gérer Apache et Nginx. J'ai augmenté les features au niveau de Docker. La gestion des ressources était vraiment présente cette fois-ci. Il n'y avait pas juste les RAM et le disque dur, il y avait le network aussi. Il y avait les process. Il y a eu plein de fonctionnalités, plein de widgets que j'ai intégrés pour suivre l'utilisation du serveur. L'aspect sécurité aussi que je voulais vraiment intégrer parce que ma collègue m'avait dit que elle trouvait que ce serait intéressant d'avoir un tel outil et d'avoir aussi un côté sécurité intégré. Donc, j'ai intégré ça aussi. Donc, avec toutes ces modifications, toutes ces améliorations, je suis passé maintenant à 24,99 $. Et c'est vrai que c'est cher. Bon, c'est pas si cher que ça. On va dire que pour l'Afrique, on va dire que c'est cher. Mais pour ceux à l'extérieur, ce n'est pas si cher que ça. Mais on n'est pas, dis clairement qu'on n'est pas ta cible. Oui, Dis c'est clairement, ça aussi. dis C'est un clairement, problème difficile. dis clairement qu'on n'est pas ta cible et on va comprendre. Mais, mais, mais comment tu définis les tarifs, en fait? Tu te bases sur quoi pour définir les tarifs? Bon, déjà, je me base d'abord sur les améliorations que j'apporte dans un Ok, premier temps. Et je regarde aussi les concurrents. Parce ok. que si on regarde les différents concurrents que j'ai, Inkscape, Terminus, euh, j'ai oublié, il y en a d'autres. La plupart de ceux-là, soit c'est un abonnement qu'on paye pour utiliser leur outil, soit l'outil est vendu à 100 $ par exemple. C'est un abonnement mensuel que tu proposes ou bien Non, un moi abonnement à je vie? propose un achat à vie. Quand tu achètes à 24,99 $, tu as l'outil avec toutes les prochaines mises à jour. Waouh. Donc, j'ai trouvé que, vu que j'avais besoin de tester l'aspect vente sur les stores pour voir si on pouvait gagner de l'argent, etc., étant en Afrique surtout, je me suis dit, OK, je vais pas me casser la tête à mettre en place un système d'abonnement, etc. Je vais juste faire une vente unique. Ce qui fait même que ceux qui ont installé la version gratuite, quand j'avais lancé, actuellement, ils ont la version 3 sans avoir rien payé, avec toutes les fonctionnalités, etc., etc. Hmm. Donc, quelque part aussi, quand j'y pense, je me dis, merde, peut-être que je suis en train de perdre la... Donc, je réfléchis, Euh, je réfléchis euh, aussi à mettre certaines fonctionnalités vraiment niches, mais celles-là elles seront payantes par abonnement, par exemple. J'avais fait la réflexion tant sur Twitter, certains m'ont dit que ouais, c'était possible et tout. Et ça allait être géré par les stores aussi, ce qui permet de mettre en place des souscriptions et tout. Donc, je me suis dit, OK, c'est une option que je me réserve, mais pour l'instant, je veux quand même avoir un outil fonctionnel, sans bug, etc., etc. mais c'est quand même intéressant tout ce que tu dis là, c'est vraiment top. Je me rends compte quand même que tu as créé un super outil tout seul et tu es toujours à l'écoute de tes clients. Parce que toutes les différentes versions que tu as mis en place ont été motivées au fait par des retours clients en fait. Demande, oui, exactement, Pas des exactement. retours, pour des retours clients. Alors, quels sont les canaux que tu mets en place pour recueillir les retours clients aujourd'hui? Bon, actuellement, dans l'outil, il y a juste mon mail. Un mail, bon, le mail de Server Explorer, où les gens m'envoient des mails pour me dire, OK, il y a eu tel problème, ou OK, est-ce que tu peux intégrer telle chose. En temps, je pense, dans la version 2, j'avais mis en place un Discord et un Slack où ceux qui vont installer le logiciel vont pouvoir rejoindre et tout. Mais durant toute la période, il n'y avait pas vraiment de personnes qui ont intégré ça. Donc, je me suis dit peut-être que ce n'est pas le bon moment ou les bons canaux à exploiter. Mais je réfléchis quand même toujours à peut-être mettre en place peut-être certains écrans dans Server Explorer même
qui allait peut-être lister les différents features à venir et laisser les gens voter. J'avais vu que c'était quelque chose que Terminus avait fait, où il listait les différentes fonctionnalités qu'il prévoyait mettre et les gens pouvaient valider ou non, ce qui indiquait quand même comment évoluer et tout. Ok. Euh, en termes de marketing, comment tu as fait? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que, bon, déjà en termes de marketing, c'était quoi la stratégie, et comment tu as fait et tout? Ok, en termes de marketing, vu que comment je vais dire, j'avais eu quelques expériences avec mes précédents logiciels, genre Libonum, bien ItsumDB. Je voyais déjà un peu ce qui allait me permettre d'avoir mes premiers utilisateurs, notamment en faisant par exemple du cold DM. Donc, c'est envoyer des messages à plusieurs personnes en leur parlant du produit pour essayer de les convaincre d'installer le produit, d'utiliser le produit. Donc, pendant un bon moment, c'est ce que j'ai fait pour Server Explorer, surtout sur LinkedIn. J'ai récupéré plusieurs profils développeurs et je leur envoie des messages automatiques avec Wallaxy. C'est une extension qui permet de faire ça. Donc, par ce canal-là, plusieurs personnes ont intégré l'outil. Plusieurs personnes même m'ont dit pourquoi ils n'allaient pas intégrer l'outil. Et sur la base de ces retours aussi, j'ai pu essayer de pivoter et tout. Mais dernièrement, enfin, oui, depuis mi-2025, j'ai commencé par écrire des articles sur le site de Server Explorer, ce qui a augmenté considérablement le SEO. Donc, ça a eu pour répercussion de nouveaux achats. Donc, ce que je prévois faire après maintenant, c'est de continuer dans le sens des articles pour améliorer la présence en ligne de Server Explorer et ensuite, essayer de m'attaquer maintenant à Reddit pour essayer de faire des contenus éducatifs dans le sens de apprendre quelque chose aux gens, donner quelque chose aux gens. Et ceux qui sont curieux d'aller un peu plus loin vont tomber sur l'outil Server Explorer. C'est des choses que j'aurais pu mettre en place, mais bon, manque d'expérience et tout. C'est à force de parler, de voir ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Je me dis, OK, je peux faire ci et ça aussi. Ok, ok, je vois. Bon, moi, je me disais en termes de marketing, bon, ça, c'est un marketing, on dit, un marketing beaucoup plus genre développeur, ton entourage proche, les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que tu as été tes premiers clients, etc. Moi, quand je parle de marketing, je me disais peut-être que tu as peut-être engagé quelqu'un, puisque c'est un produit aujourd'hui, qui a pour vocation de concurrencer les autres, tes mieux et autres. Je me disais que tu as peut-être quelqu'un qui gérait tes contenus, enfin, qui en parlait, quoi. Bon, je me rends quand Oui, même compte que, bon, comme on est dans la tech aussi, donc une manière peut-être autre de faire les choses et tout. Est-ce que tu as pensé à ces trucs-là? oui, j'y ai pensé, j'y ai beaucoup pensé. Maintenant, ce qui, moi, me dérangerait serait de trouver quelqu'un et de ne pas lui payer, de ne pas le payer à la valeur de ce qu'il fait, en fait. Donc, c'est Ok. surtout ce côté de ne pas pouvoir rémunérer quelqu'un comme il faut qui me freine dans l'idée de prendre quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Parce que ce serait vraiment, ce serait une grande aide, en fait, pour moi, parce que gérer à la fois développement, marketing, etc., c'est pas évident. Mais pour le moment, je me vois pas mal payé. Quand je dis mal payé, c'est quand même, enfin, je me vois pas mal payer quelqu'un pour faire ce boulot-là, parce que c'est quand même de l'investissement, c'est de comprendre le produit qui a été fait, trouver les bons canaux pour trouver de nouveaux utilisateurs et tout. Donc, pour le moment, je ne vois pas encore le faire. J'essaie de gérer seul. Et si j'arrive à un niveau de maturité où il y a des revenus assez stables, je pourrais peut-être utiliser les revenus de Server Explorer pour embaucher quelqu'un maintenant. Ouais, effectivement, parce que, C'est, c'est en réflexion, on va dire. effectivement, c'est la réalité parce que, par exemple, moi, avec Apple Skills, je ne, je gère tout seul. Je gère tout seul parce que, déjà, je suis celui qui comprend mieux le produit. Je suis celui qui est capable de mieux l'expliquer aux gens. Et avec les moyens du bord, j'essaie de gérer comme je peux. Et il faut aussi avouer que je n'ai pas assez de revenus. Elle pense qu'elle ne me rapporte pas encore assez pour que je puisse me payer moi-même et je puisse payer quelqu'un qui va se charger de la communication. Voilà. Donc, c'est les réalités, au fait, surtout quand on lance un Exactement. produit, il faudrait quand même que le produit génère quand même assez de revenus parce que là, ce que tu dis, c'est que c'est des revenus, on paye à vie. C'est-à-dire, 600 personnes payent 24, 25 Oui, dollars, par exemple, c'est que le mois prochain, tu n'as plus rien, en fait. Donc, c'est juste de l'argent que on n'est tu plus as rien. juste
pour une période. Donc, il va falloir trouver peut-être un autre moyen pour que tu puisses générer de l'argent chaque mois avec le produit. C'est-à-dire que c'est des réflexions que tu auras menées et tout. Oui, Moi, je pense que c'est important parce que puisque c'est un produit que tu vends, ça serait dommage que ça soit à vie. Si c'est à vie, c'est que ça doit être soit plus cher ou soit ça doit être pas abonnement en fait. Parce que sinon, comment tu pourras vivre au fait du produit que tu as? Alors, aujourd'hui, en termes de statistiques, tu as combien d'utilisateurs sur Server Explorer? Combien d'utilisateurs j'ai? Est-ce que j'ai la donnée rapidement là? Mais je pense que euh, sur Windows, je pense que je dois être dans les 100 personnes qui ont installé. Et je pense même similaire aussi sur Mac. Je ne peux pas trop m'avancer parce que je n'ai pas vraiment les stats. Je regarde pas vraiment pour je ne vais pas trop pour, comment on appelle, pour Server Explorer parce que vu que l'évolution est assez, est lente, je pense que voilà, sur Mac, je suis à 110 utilisateurs qui ont téléchargé. Mais sur Windows, je pense que je dois être au moins au niveau des 100. Donc, on va peut-être dire, 100, 150 ou 200 utilisateurs, on va dire. Ok, Après ok, une année d'accord. de lancement, sans trop de Ouais. communication intensive et tout. Ok. Du coup, si tu peux parler des chiffres, ça t'a rapporté combien au total, tout ça? Au total, Server Explorer, euh, ok, au total, je pense que sur Windows, j'ai atteint 100, 170 $, je pense. Et sur Mac, 177 $. Quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'au total, c'est 350 dollars Ok. qui ont été générés. Ça fait un an sur les stores. Ok, ok. En tout cas, beaucoup de courage à toi. C'est un produit qui a du potentiel et je pense que c'est l'aspect com qui te fera gagner de l'argent. Si te fera gagner de Oui, l'argent, oh, c'est oui, un peu oui. ça. Donc ne sois pas comme le créateur de une CSS qui crie aujourd'hui parce que les gens ne veulent plus. Voilà, il est en train de gâter les choses pour lui quoi, son business. Donc je pense quand même que Oui, oui. avec CV Explorer, tu peux quand même te faire de l'argent. C'est un produit quand même bien. Est-ce que tu peux nous faire une démo avant qu'on termine ou bien c'est pas possible si tu es à côté de ton ordi? Si, si, c'est possible. Je Si, pense si, que si. tu peux partager Un ton écran. instant. OK. Oui, oui. C'est j'arrive. Ok. Parce que là, je suis en train de travailler sur une mise à jour après qui va permettre de gérer simultanément plusieurs serveurs, en fait. OK. Donc, bon, je vais essayer de montrer la version actuelle pour ne pas montrer encore celle qui est là. Ouais. Partager, autorisation, les réglages, un instant. Et, En termes de ressources, ça pèse combien? Est-ce que c'est assez lourd? Ça consomme assez de ressources RAM? non, ça ne pèse pas trop. Oui. Non, en termes de ressources, ça ne consomme pas trop en termes de ressources. Déjà que au niveau de Flutter, ils ont fait un beau travail pour optimiser tout ce qui est logiciel qu'on développe et tout. Euh, oui, tout ce qui est taille des éléments quand même. OK. Et donc, normalement, le partage va pouvoir passer. Donc, on va lancer Server Explorer. Bon, peut-être que tu auras besoin de cacher des trucs parce qu'il y a des adresses IP visibles et tout. Ouais, ouais, au Là, si montage, par exemple je me connecte, ça, je vais gérer ça au montage, t'inquiète. ok. Donc, ok, là, c'est l'interface d'ouverture. Là, il y a mes différents serveurs, avec les différents, on peut regrouper les différents serveurs là et tout. OK. On va se connecter peut-être à mon VPS pour voir. Voilà, là, c'est l'interface.
Ici, on a des widgets qui vont permettre de voir le niveau, est-ce que le système est à jour, l'utilisation de la RAM, l'utilisation des disques, au niveau des containers. Bon, en bas ici, on a les différents containers que j'ai avec des stats. On a au niveau de PM2 les différentes applications qui sont en cours. Network Connectivity, c'est pour voir si la connexion à Internet avec le VPS. On a les différents process ici, les process qui sont en cours quand même. OK. Euh, après, on a ici l'explorateur de fichiers qui permet de parcourir les fichiers. À gauche, on a les accès rapides. Donc, on peut ajouter un dossier aux accès rapides. Et on a un éditeur de test qui est intégré, euh, lequel, voilà, peut-être ce fichier-là. Donc, on a un éditeur de test qui est intégré qu'on peut écrire avec un peu de coloration syntaxique. Là, par exemple, c'est un fichier cron. Donc, je peux, par exemple, ajouter comme tâche cron, par exemple, directement ici. Et après ça, au niveau de web, on a les différents services Apache, Nginx et PM2. Dans Apache, on a les différents trucs là qu'on a créés, les différents sites qui sont créés, OK. qu'on peut éditer. On peut ajouter des virtual hosts, on a les logs, on a les configs, qu'on peut éditer, sauvegarder. Au niveau de PM2, on a les différentes applications. Après, on a Docker. Au niveau de Docker, ici, on va voir les différents conteneurs qui existent sur le serveur, les statuts et tout, les images, volume, network. Et par exemple, ici, quand on veut voir un container, on a les logs qui s'affichent ici. OK. On a la ligne de commande directement dans le container et on a l'explorateur de fichiers dans le container aussi. Donc, où on a la possibilité d'importer ou d'exporter des fichiers qui sont dans un container Docker. Euh, Après, on a les tâches cron ici qui permettent d'ajouter, de voir la liste des crons qui existent, d'en ajouter. Au niveau de l'ajout des tâches cron, on sélectionne un fichier hash, un fichier au point .sh. Donc ici, on a un sélecteur de fichiers que j'ai créé pour le logiciel. Quand on choisit le fichier maintenant, on peut soit choisir ce qui existe, soit utiliser l'IA pour générer une nouvelle, qu'on appelle une commande cron. Et combien de cron, combien de cron? Donc après ça, niveau sécurité, ça c'est les différents checks que le logiciel peut faire. Euh, Si par exemple je fais tout, on va voir qu'il y a une faille ici au niveau de la connexion au niveau de la connexion du route. Donc OK. c'est certaines failles. Là par exemple, voilà, SSH pending route logging. Là par exemple, l'utilisateur routeur doit se connecter par SSH, ce qui n'est pas bon normalement en termes de sécurité. Donc le logiciel a détecté et a donné des indications pour corriger ça. Après, on a Firewall qui liste les différentes règles. OK. Hash Management, Fail to Ban, qui montre les différentes, les stats sur les IP bloqués, etc. OK. Documentation, c'est juste un petit guide. Et enfin, les settings ici, les settings, c'est d'abord pour les widgets. Donc, pouvoir dire, OK, je veux qu'il y ait tel widget sur le dashboard. Et avec peut-être le paramétrage de pendant combien de temps, bien, le refresh, en fait, l'auto-refresh de ces widgets-là. On peut paramétrer ça. OK. Après, dessus, il y a le terminal en bas pour saisir des commandes. On a l'historique pour la liste des commandes et les snippets. Ce sont des ensembles de commandes qu'on Hmm. enregistre pour pouvoir les exécuter. OK. OK. Euh, D'accord. Là, c'est le chat. Donc, c'est le chat avec lequel on peut discuter. Ici, en fait, ce chat, même l'histoire mais derrière ce chat, c'est que je l'ai fait pour participer à un concours de Google qui était d'intégrer Gemini dans un logiciel. Donc, OK. j'ai intégré Gemini et j'ai gardé ça pour les autres versions de Server Explorer. Donc là, c'est le chat. Quand on lui demande quelque chose, là, par exemple, je lui ai demandé d'écrire un script utile pour un DevOps. Et il a écrit le script dans l'éditeur de code ici. On peut sauvegarder, télécharger ou copier. On peut lui demander des commandes et on peut exécuter ces commandes-là directement sur le serveur, Directement. dans le terminal ici. Donc, c'est un peu ça. Il y a différents types de messages.
Ok, top. Vraiment, vraiment top comme outil. Que nous sommes à la fin du call. Merci pour ta présentation. Merci pour cet échange de qualité. Merci de nous avoir présenté ton outil CV Explorer. Merci de nous avoir fait découvrir aussi le monde du freelancing. Et merci pour ton expérience que tu as partagée sur Build for Africa. Nous serons ravis en tout cas de t'avoir encore peut-être cette année, soit l'année prochaine, que tu nous partages encore peut-être les nouvelles versions, les nouvelles avancées de Server Explorer. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de fin rapide à nous dire avant qu'on se quitte. Oui, déjà, je voulais te remercier pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est une opportunité pour moi aussi de pouvoir partager mes expériences que j'ai eu à faire, etc. J'espère quand même que ceux qui vont regarder la vidéo vont pouvoir en tirer l'essentiel pour eux aussi faire leurs expériences et peut-être pour atteindre leurs objectifs, on va dire. Et bon courage aussi pour Help Skills. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'est un projet intéressant parce que comme je t'avais dit, moi, quand j'avais commencé, j'ai pas vraiment eu de guide pour pouvoir améliorer ma façon de faire et tout. J'ai dû apprendre tout seul sur le tas. Donc, merci déjà pour ça aussi et bon courage. C'est quelque chose qu'on va faire petit à petit. On va essayer de poser les pas chaque jour pour convaincre les gens finalement de nous soutenir en fait. Donc, c'est C'est juste ça. ça. Merci et bon courage à tous ceux qui entreprennent, qui développent, qui travaillent dans l'entreprise. C'est pas facile, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Mais je pense qu'en s'y donnant et en faisant au moins un pas chaque jour, on est sûr de se rapprocher de nos objectifs. Merci beaucoup. Alors, merci Darrell pour ta présence dans ce call et ciao et paix sur toi. Ici. Merci, à plus. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, avec Darrell, avec moi, tout simplement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre le pouce bleu et surtout de recommander cette vidéo, de la partager à vos amis, à des personnes voilà, qui hésitent encore, peut-être qui sont dans cette phase-là, dans ce moment de doute-là. Peut-être que l'expérience de Darrell peut les inspirer, tout simplement. Alors, ciao et à la prochaine. Peace.